J'espère que tout roule pour vous. C'est à croire qu'on s'habitue presque voilà près d'une semaine que l'Algérie est en pause forcée. 6 jours, oui, 6 longs jours, où les transports tous sans exception ont levé le pied. Quand je dis transport, ne pensez pas seulement aux bus ou aux taxis, c'est un vrai blackout qui touche autant les minibus que les gros porteurs de marchandises. C'est tout un secteur des voyageurs aux routiers qui a décidé de couper les moteurs. Depuis le 2 janvier 2026, le système de transport algérien est littéralement à l'arrêt comme si quelqu'un avait tiré brusquement le frein à main du pays. Et si l'euphorie contagieuse de la CAN ne battait pas son plein, avec nos héros en crampons brillamment propulsés en quart de finale au Maroc, on parlerait sans doute. J'espère que tout roule pour vous. C'est à croire qu'on s'habitue presque voilà près d'une semaine que l'Algérie est en pause forcée. 6 jours, oui, 6 longs jours, où les transports tous sans exception ont levé le pied. Quand je dis transport, ne pensez pas seulement aux bus ou aux taxis, c'est un vrai blackout qui touche autant les minibus que les gros porteurs de marchandises. C'est tout un secteur des voyageurs aux routiers qui a décidé de couper les moteurs. Depuis le 2 janvier 2026, le système de transport algérien est littéralement à l'arrêt comme si quelqu'un avait tiré brusquement le frein à main du pays. Et si l'euphorie contagieuse de la CAN ne battait pas son plein, avec nos héros en crampons brillamment propulsés en quart de finale au Maroc, on parlerait sans doute déjà de rues pleines de cris de colère, voire d'un déferlement de rage populaire. Honnêtement, sans ce petit miracle footballistique qui fait office de calmant national le pays, aurait déjà vu naître des soulèvements massifs, car cette grève, mine de rien, creuse un gouffre économique évalué à plus de 300 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu 300 millions qui s'envolent pendant que les bus restent au dépôt. Et le chaos ne s'arrête pas là. Ces mouvements de grève éparpillés aux quatre coins du pays bloquent non seulement les déplacements des citoyens, mais mettent aussi à mal l'approvisionnement en biens essentiels. Les étals se vident, les prix flambent, les fruits et légumes prennent l'ascenseur. Certains ont même doublé. L'inflation dense, les pénuries s'installent et les conducteurs épuisés et ignorés commencent sérieusement à bouillir. Parce qu'on peut encaisser un moment, mais il arrive toujours un point où la patience fond comme neige au soleil. Pendant que le pays vacille, nos dirigeants, eux, brillent par leur silence. Le gouvernement fantomatique, le premier ministre invisible au bataillon comme s'il s'était évaporé dans la nature. Quant au président, sa dernière apparition remonte à l'année dernière, littéralement au 30 décembre. Depuis, plus rien. Aucun conseil des ministres, aucune parole officielle, aucun signe de vie politique, alors même que tout est à l'arrêt. Le navire prend l'eau, mais la cabine de pilotage semble vide, et pourtant la cocotte minute sociale est sur le point d'exploser. Si l'équipe nationale de foot ne nous avait pas offert cet échappatoire émotionnel, si la fièvre de la CAN ne maintenait pas encore un peu d'oxygène dans l'atmosphère nationale, il y a fort à parier que la rue aurait déjà explosé. Ce n'est pas une hypothèse en l'air, même les services de sécurité avec qui nous avons échangé redoutent le même scénario. Le ras-le-bol est total. Usagers, chauffeurs, routiers, tous sont au bord de la rupture. Le pays chauffe à blanc. Et pendant ce temps-là, silence radio. Aucun mot, pas même un soupir du Premier ministre. Pas une seule déclaration, pas un geste, pas une présence. On dirait presque que ce poste est vacant. Franchement, je me gratte la tête. Est-ce qu'on a encore un gouvernement ou est-ce que quelqu'un a oublié de prévenir qu'ils avaient déserté? Tout a commencé dans un joyeux désordre le 1er janvier comme un feu qui prend sans prévenir. Une étincelle isolée, puis très vite une propagation fulgurante sur tout le territoire. Le chaos s'est organisé à sa manière. Depuis le 2 janvier, c'est l'ensemble du pays qui vit au rythme d'un arrêt total du transport. Aujourd'hui, on est le 7. Officiellement, cela fait 6 jours qu'une grève généralisée secoue le pays. Et le compteur continue de tourner. Dans les grandes villes, c'est simple, 7 véhicules sur 10 sont à l'arrêt. Oui, 70% rien que ça. À Alger, seuls les bus publics osent encore sortir du garage. L'Etusa sauve la face tant bien que mal. Mais du côté privé, silence. Plus rien ne roule, ni taxi, ni bus privé, ni camion de fret. Les routiers stationnés sur les accotements formant des lignes d'attente dignes d'un convoi fantôme, les remorques, les bennes, les poids lourds, tout est figé. On ne parle plus d'un simple malaise. C'est une véritable implosion qui couve alimentée par une frustration aussi lourde que les camions immobilisés. Et ceux qui parient encore sur l'effet calmant de la CAN feraient bien de revoir leur copie. Oui, la compétition a offert un court répit, mais la magie footballistique ne durera pas éternellement. D'ici le 18 janvier, rideau.
Et même si l'Algérie soulève le trophée, l'euphorie ne suffira pas à masquer la crise. Si le mouvement se poursuit en début de semaine prochaine, on ne parlera plus seulement de blocage, mais de dégâts majeurs. Et je pèse mes mots. Alors, la vraie question, c'est à quoi joue exactement le gouvernement algérien? Est-ce qu'on cherche à laisser pourrir la situation jusqu'à ce qu'elle s'effondre d'elle-même? Ou bien est-ce qu'on a décidé de sortir la matraque comme unique réponse? Spoiler, la réponse, elle est déjà en marche. Et pas besoin d'attendre plus longtemps pour en parler. La stratégie est limpide, on tape là où ça fait mal. Des ordres ont été clairement donnés aux forces de sécurité, gendarmerie, police nationale, services de renseignement, oui, même eux s'y mettent, pour mettre la main sur ceux qui osent élever la voix. Camionneurs, chauffeurs, manifestants, peu importe. Si tu postes une vidéo, si tu exprimes ta colère, si tu assumes ta grève et que tu annonces vouloir continuer, tu deviens une cible. Et les arrestations ont déjà commencé. Officiellement, on parlait d'une vingtaine de personnes interpellées, mais ça, c'était il y a 2 jours. Depuis, selon nos infos, on aurait franchi la barre des 30. 30 citoyens dont le seul crime est d'avoir exprimé un ras-le-bol devenu insupportable. Franchement, ce n'est plus une réaction de crise, c'est une doctrine, faire taire plutôt que dialoguer, réprimer plutôt que comprendre. Et ça ne devrait jamais devenir une norme. Naftal, la grande maison du carburant national, a semble-t-il troqué la diplomatie contre la menace. Plutôt que de négocier, elle a sorti l'arme du chantage pour faire plier les transporteurs privés avec qui elle collabore. Car oui, même si elle possède sa propre flotte de camions-citernes pour ravitailler ses stations, l'entreprise dépend aussi largement du privé pour couvrir l'ensemble du territoire. Et devinez quoi, les sous-traitants n'ont pas échappé au bras de fer. On leur a clairement fait comprendre, soit vous redémarrez les moteurs, soit vous perdez vos licences. Résultat, sous pression, certains ont cédé. Pas par choix, mais par peur de voir leur gagne-pain s'envoler. Le message était simple, tu veux continuer à bosser. Alors roule livre, alimente. Et tais-toi. Est-ce que ça a marché à moitié? Une poignée a repris la route, c'est vrai. Mais le reste du pays lui reste englué dans une crise toujours aussi vive. Rien ne circule, rien ne s'arrange. Le gouvernement lui joue à l'aveugle. Aucune communication, aucun plan, aucune reconnaissance officielle de la grève. Comme si, en fermant les yeux, la crise allait disparaître toute seule. Magique, non, la stratégie, faire comme si de rien n'était. La grève? Quelle grève? Officiellement, elle n'existe pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Le récit officiel tente de repeindre le chaos en calme plat, comme si les routes n'étaient pas vides, comme si les klaxons ne s'éteignent pas tus. Le gouvernement joue à l'autruche, la tête bien enfouie dans le sable, pendant que le pays suffoque. Tout va bien, dormez tranquille, citoyens. Et pendant ce temps, silence radio sur le terrain. Pas un seul ministre n'a daigné mettre les pieds dehors. Ni celui des Transports, ni celui de l'Intérieur, et bien sûr, pas la moindre trace du Premier ministre. Pourtant, on est le 7 janvier et figurez-vous que ce même jour, le chef du gouvernement a tenu une réunion. Oui, une réunion. Non pas sur la paralysie des routes, mais sur plusieurs secteurs. Rien de plus vague. Et tenez-vous bien, le seul communiqué officiel sorti de cette grande réunion de crise concerne un décret sur l'accès au logement pour les apprentis. Voilà où sont leurs priorités. Pendant que le pays roule au ralenti, eux, ils parlent immobilier. Pas un mot sur les transports bloqués, pas une ligne sur les conducteurs en colère. La méthode Coué érigée en plan de gouvernance. Pendant que le pays suffoque sous une grève massive qui asphyxie tout sur son passage, savez-vous ce qui occupe l'agenda de notre Premier ministre, l'importation d'1 million de moutons? Oui, vous avez bien entendu, on ne parle pas de plan de sortie de crise, ni de dialogue avec les grévistes. Non, on parle brebis, béliers et cargaisons laineuses. La maison brûle et on compte les agneaux. On vous en dira plus dans une prochaine vidéo spéciale parce que franchement, cette gestion de crise mérite une analyse à part entière. Il nous faut décortiquer cette réponse gouvernementale à la fois pathétique, absurde, humiliant pour le peuple et potentiellement dangereuse. Ce n'est plus du silence, c'est un abandon organisé. Mais avant ça, regardons les dégâts. Car les effets, eux, sont bien réels même si on tente de les cacher sous le tapis. Selon nos calculs, on dépasse déjà les 300 millions de dollars de pertes. Et pour les citoyens, l'impact est immédiat, les prix explosent. La pomme de terre grimpe à 120 dinars le kilo, la salade atteint 300, les poivrons s'envolent à 240. En quelques jours à peine, les étals se transforment en vitrines de luxe. Merci la grève et bravo l'inaction.
Pendant que les camions restent à quai et que les moteurs refusent de démarrer, des tonnes de denrées périssables s'entassent dans les exploitations agricoles. Prenez les pommes de terre de Wouf, par exemple, elles attendent désespérément un départ qui n'arrivera jamais. Et comme aucun poids lourd ne prend la route, les marchés de gros ferments les uns après les autres. Les hangars sont pleins, les machines à l'arrêt et les producteurs regardent leur récolte pourrir sous leurs yeux. On ne transporte plus, on ne livre plus, on ne vend plus. C'est simple, les chauffeurs ont dit stop. Plus question de bouger tant que rien ne change. Résultat, le pays se grippe. Les chaînes logistiques déjà fragiles craquent de partout et dans le centre comme dans le sud du pays, là où les entrepôts se comptent sur les doigts d'une main, les effets sont décuplés. Les marchés de gros tombent comme des dominos et les pénuries s'installent. Lentement mais sûrement. Et puis, il y a l'ultime maillon de la chaîne, les magasins, les petites supérettes, les échoppes de quartier, les épiceries de village, tous désertés par leurs fournisseurs. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, le système repose presque entièrement sur les transporteurs privés. Et aujourd'hui, ces derniers ont garé leurs camions, plié les bras et dit « nous on arrête là ». Et avec eux, c'est toute la distribution alimentaire qui s'effondre comme un château de cartes. Résultat direct de cette paralysie des transporteurs privés, les marchandises ne circulent plus. Plus de flux, plus de ravitaillement. Que ce soit les biens de première nécessité ou les produits de grande consommation, tout reste bloqué. Plusieurs régions, surtout à l'intérieur du pays et dans le sud, se retrouvent déjà à sec. Les rayons se vident, les étals se clairsemment et le quotidien devient une épreuve logistique. Mais attention, le pire est peut-être encore à venir. Si la grève se prolonge jusqu'à la fin de la semaine même, les grandes villes du nord, Alger, Oran, Constantine, vont sentir le coup de frein. Certes, elles disposent encore de quelques réserves de dépôts un peu mieux fournies que le reste du pays, mais ces stocks ne sont pas inépuisables. Et quand ça va tomber, ça va faire mal. D'ailleurs, les premiers signes d'épuisement sont déjà là. L'huile, produit de base par excellence, commence à se faire rare. Les camions censés la livrer sont toujours à l'arrêt. Pas de moteur, pas de livraison. Résultat, les bouteilles d'huile s'évaporent discrètement des rayons. Une pénurie douce mais bien réelle s'installe. Et ce n'est hélas que le début. Et comme si cela ne suffisait pas, le spectre d'autres pénuries plane au-dessus du pays. Ce qu'on voit aujourd'hui n'est peut-être que la première vague. Après l'huile, c'est le lait qui risque de disparaître des rayons. Et si la paralysie continue, on pourrait très bien voir les transporteurs de carburant, jusqu'ici encore debout, rejoindre le mouvement. Et là, blackout total, plus une goutte d'essence, plus un moteur en marche, un pays figé, sans carburant, sans énergie, sans issue. Aujourd'hui déjà, le pays tangue, il vacille, il tremble. Les transports publics tournent au ralenti, voire pas du tout. Dans les grandes villes comme Alger, quelques rares bus d'État continuent de circuler. Il reste encore un peu de métro, un peu de tramway. Mais ne vous méprenez pas, ce service de fortune ne suffit pas à contenir le chaos. Parce que voilà le vrai problème, les périphéries, les banlieues, les zones autour de la capitale. Là où les gens dépendent exclusivement du privé, sont tout simplement abandonnés. Aucun bus, aucun transport. Ceux qui doivent traverser des kilomètres pour se rendre au travail bloqués. Les routes sont désertes. Les emplois sont inaccessibles. C'est une panne sociale généralisée. Et pour beaucoup, la journée commence et se termine au point mort. On est en train de glisser lentement mais sûrement vers une zone rouge. Ce qui ressemblait à une simple grève sectorielle devient jour après jour un cocktail explosif. Les revendications. Elles ont été criées haut et fort, les professionnels réclament la suspension des amendes faramineuses imposées par le nouveau code de la route et l'arrêt net de la hausse brutale des prix du carburant. Une double peine qui pour eux a été la goutte de trop, celle qui a fait exploser la marmite. Et on les comprend. Parce qu'avec les tarifs actuels à la pompe, leurs marges fondent plus vite qu'un glaçon sous le soleil du Sahara. Rentabilité disparue, viabilité menacée. Chaque trajet leur coûte plus cher qu'ils ne rapportent. Ils travaillent à perte littéralement. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est le silence. Ce dossier brûle les doigts et pourtant, personne ne veut le toucher. Le pouvoir là-haut affiche une froideur glaciale. Ni oreille ni main tendue, juste de l'indifférence, ou pire de la répression. Et attention, on ne parle plus simplement d'un conflit entre conducteurs et gouvernement, non. Ce mouvement peut très vite déraper. Il touche déjà l'emploi, ralentit l'activité économique et même la rentrée scolaire a été bousculée. L'instabilité, la vraie celle qui renverse des équilibres, elle est en train de s'installer. Lentement,
Mais sûrement. Les étals flambent, les légumes voient leur prix grimper en flèche, les fruits suivent le même chemin. Et ce n'est pas fini, les produits de grande consommation prennent aussi l'ascenseur. L'huile en voie de disparition. Le lait, il commence à jouer à cache-cache avec les consommateurs. Ce n'est plus une simple gêne, c'est un malaise profond. Une ambiance étouffante alimentée par un gouvernement qui, face à la tempête, choisit de détourner le regard. Et quand on croit qu'ils vont enfin agir sur prise, ils négocient. Mais avec qui? Avec des coquilles vides, des pseudo-organisations syndicales qui n'ont ni poids ni voix. Des structures montées de toutes pièces sans légitimité, sans lien réel avec la base. Les grévistes les ignorent et pour cause, elles ne les représentent pas. Ces soi-disant partenaires sociaux sont des créations de toutes pièces, des décorations de vitrines destinées à faire croire que le dialogue social existe. Aucune élection, aucun mandat réel, juste des marionnettes agitées par le pouvoir pour donner l'illusion d'un système fonctionnel. Une démocratie en carton-pâte où le décor compte plus que le fond. Commençons par les fameuses organisations syndicales. Enfin, syndicales sur le papier. Leur représentativité, un mot vide de sens. Elles sont là certes, mais ne pèsent rien. Leur légitimité est aussi solide qu'un château de cartes. Et même quand elles font mine de jouer le jeu du pouvoir, la vérité c'est qu'au fond, beaucoup de leurs dirigeants pensent comme les grévistes. Ils compatissent en silence sans jamais lever le petit doigt pour calmer la situation ou inciter au retour au travail. Résultat, un théâtre d'ombre où personne ne joue vraiment son rôle. Et pendant ce temps, le vrai problème lui reste entier. On parle ici de sanctions délirantes prévues par le nouveau code de la route et d'une envolée du prix du carburant qui met à genoux les professionnels du secteur. Des amendes stratosphériques, une essence hors de prix. C'est un cocktail explosif. Cela fait maintenant une semaine que tout s'est figé. Oui, 7 jours que le pays tourne au ralenti, voire à l'arrêt complet. Et demain ou après-demain, on franchira officiellement cette première étape sombre. Le constat est simple, on est en plein dans une crise profonde. Depuis 2 à 3 jours, une rumeur circule. Tebboune va intervenir, c'est imminent, on attend, on espère, mais rien. Pas de discours, pas de décision, pas de solution. Il fait silence radio. Et plus les jours passent, plus le silence devient assourdissant. Pourquoi ce silence obstiné de Tebboune? Parce qu'il suffit de connaître un peu le personnage pour comprendre. L'homme déteste reculer. Sa conception du pouvoir est verticale, rigide, autoritaire. Dans sa tête, céder aux grévistes reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore. Il pense très sérieusement que s'il lâche du lest, ici, ce sera la porte ouverte à une cascade de contestations. Les enseignants, les médecins, les avocats, les ouvriers, tous pourraient s'engouffrer dans la brèche pour faire valoir leurs propres revendications. Et ça, pour lui, c'est le scénario cauchemar. Parce que, soyons clairs, Tebboune ne supporte pas de perdre un bras de fer. C'est viscéral. Abandonner face aux transporteurs serait à ses yeux un aveu de faiblesse. Et ce serait surtout l'alerte rouge d'autres secteurs suivrait aussitôt déclenchant une série de confrontations sociales qu'il ne pourrait plus contenir. Dans son esprit, il finirait cerné, acculé de toutes parts. Et ça, il ne peut pas l'envisager, d'autant plus que le malaise ne se limite plus aux routiers, il est partout. Les automobilistes suffoquent, les enseignants grondent, les blouses blanches sont à bout, les avocates grincent des dents. Même le privé d'habitude, plus discret, commence à montrer des signes d'exaspération. L'inconfort en Algérie est devenu généralisé. Le feu couve sous toutes les braises. Ce qui terrifie réellement Tebboune, ce n'est pas seulement le bras de fer avec les transporteurs, ça. Ce n'est que le sommet d'un iceberg bien plus vaste. Ce qu'il redoute, c'est l'effet domino. Il sait que s'il perd cette manche, d'autres suivront les enseignants, les médecins, les ouvriers, les avocats. Il se retrouverait alors face à une contestation en chaîne. Et 2026 pourrait bien ne pas être une année de gouvernance, mais une longue traversée au cœur d'un déluge social. Pour l'instant, on parle encore de colère sociale. Mais tout le monde sait que ce genre de tension peut vite basculer dans quelque chose de bien plus explosif. Quand les revendications sociales se transforment en slogans politiques, on glisse dangereusement vers une autre dimension. Sit-in blocage, manifestations massives, voire affrontements dans la rue. Et si les mots du Hirak reviennent dans les champs de protestation, le pouvoir pourrait bien revivre ses pires cauchemars. C'est exactement ce scénario que Tebboune veut à tout prix éviter. Il refuse de reculer d'un pas. Pour lui fléchir, ce serait envoyer un signal de faiblesse, celui d'un président ébranlé, mal assuré, vulnérable face à la pression populaire.
Il tient à son image d'homme fort. Quitte à laisser le pays tanguer, il préfère serrer les dents et faire croire que tout est sous contrôle, même quand tout lui échappe. On est dans une impasse. Pas une métaphore, non une vraie. Un mur. Et derrière ce mur, une facture salée comme jamais, plus de 300 millions de dollars envolés entre le 1er et le 6 janvier 2026. 6 jours et déjà un trou abyssal dans les caisses. Pour un pays qui rame déjà avec des recettes fiscales en berne, qui jongle avec un déficit budgétaire chronique et dont les revenus en devises issus des exportations fondent mois après mois, cette perte n'est pas juste gênante, elle est catastrophique. Et ce n'est pas fini, loin de là. Si rien ne bouge, si le gouvernement continue à jouer la montre, la saignée financière va se prolonger. Le cap du demi-milliard sera vite dépassé. On parle ici de 600 millions de dollars, peut-être plus. Et avec ça, une inflation qui s'emballe des prix, qui s'envole des rayons qui se vident, et des Algériens et Algériennes qui tout simplement ne peuvent plus aller bosser. Plus de transport, plus de salaire, plus de dignité. Un pays à l'arrêt avec le compteur qui continue de tourner. Ce n'est pas un petit groupe isolé qu'on entend d'ici. C'est toute une partie du pays qui suffoque. Et pour cause, plus de 12 millions d'Algériens, oui, vous avez bien entendu, 12 millions dépendent chaque jour des transports en commun pour se rendre au travail, faire leurs courses, déposer les enfants ou simplement vivre leur quotidien. Ce chiffre n'est pas sorti de nulle part. Il est documenté, vérifiable, indiscutable. Alors maintenant, la vraie question, où est le Premier ministre? Ce n'est pas juste une figure symbolique, c'est un poste exécutif central essentiel. Il a été nommé pour ça. Dans un État, il y a un président, il y a un chef du gouvernement. Et ce chef-là a une mission, écoutez, comprendre, désamorcer. C'est à lui d'aller parler au président, de l'alerter, de proposer des issues. Pas de rester figé comme un pion dans un décor en crise. Et surtout qu'on arrête de faire passer les grévistes pour des fauteurs de troubles. Ce qu'on voit là, c'est une détresse réelle. Ces mouvements, certes spontanés, parfois désorganisés, sont légitimes, parce qu'ils viennent d'un ras-le-bol étouffant. Des gens qui hurlent « on n'en peut plus » entre les amendes absurdes du nouveau code de la route, la flambée du carburant et les pressions financières au quotidien, ils suffoquent, littéralement. Ce qu'ils disent, c'est simple, on est étranglé et personne ne desserre l'étau. Travailler, on n'y arrive plus. Vivre dignement devenu un luxe. Faire tourner son activité, ramener un salaire à la